Alors, je cède la parole à Serge qui va animer notre conférence de fermeture. Je demande à tous les présentateurs de cette conférence de fermeture et Christophe, tu restes sur la scène, de s'avancer. Et on aura Jean-Sébastien Fallu à l'écran, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'on peut boire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut pas boire? Combien? On ne sait plus trop. Hein? À un moment donné, on disait, bon, ben OK, 5 consommations pour les gars par jour. Dernièrement, on a entendu parler 6 par semaine. Même, on a entendu 2 par semaine. On n'est pas trop sûr, hein, parce que le CCDUS a produit un rapport récemment. Donc, on va aujourd'hui vous parler de ce rapport. Qu'est-ce que ça dit vraiment, ce rapport du CCDUS? On va également vous dire, si on prend plus que 6 verres par semaine, on risque quoi? Et c'est quoi le risque exactement? Puis on va... oui, c'est ça. Mais à part de l'équipe de recherche, c'est quoi qu'on risque? Et puis, donc, c'est aujourd'hui l'objectif que vous puissiez répondre un peu aux gens qui vous interpellent en disant, bon, c'est-tu 2, c'est-tu 6, c'est-tu 4, c'est-tu 5 par jour? Donc, aujourd'hui, on a un panel de conférenciers qui va avoir cet aspect, qui vont montrer les nuances, peut-être un peu de critique, j'espère, face aux normes. On va commencer par Karine Bertrand. Karine Bertrand qui va nous présenter les grandes lignes de ce rapport-là. Karine, vous la connaissez, c'est la directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances et elle est professeure également à l'Université de Sherbrooke. Karine. Et ensuite, on va avoir 10 minutes à la fin pour poser des questions. Bonjour, merci beaucoup, Serge. Alors, moi, j'ai introduit un peu justement ce sujet-là sur lequel on va réfléchir sur les controverses. Bien d'abord, pour pouvoir avoir une vision commune, avoir le contexte un peu du développement de ces directives-là, des travaux du CCDUS. Et puis, je vais vous dresser un portrait, en fait. Alors, vous voyez, est-ce que ça marche? Ce sera pas long. On n'a pas fait de test technique. Ça marche? OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est bon, super. OK, excellent. Faut que je pointe vers là-bas. D'accord. Alors actuellement, déjà, faut se rappeler que la plupart des pays se sont dotés de directives entourant la notion de consommation d'alcool à faible risque. Donc, le contexte, pour ce qui est du Canada, on a des normes qui sont reliées aux documents qui avaient été produits par le CCLAT. Anciennement, dans le fond, c'est j'ai de la misère avec le CCDUS. Donc, en 2011. Si vous allez voir au niveau du gouvernement du Canada, c'est toujours les normes là, qui sont présentement celles qui sont d'actualité. Ceci dit, il y a eu des démarches pour mettre à jour un peu ces normes-là. Si on regarde quelles étaient les normes à la base, qui sont encore celles actuelles au Canada, dérivées de 2011, on parle de 10 verres par semaine pour les femmes, au plus 2 verres par jour la plupart des jours de la semaine, 15 verres pour les hommes, au plus 3 verres par jour la plupart des jours de la semaine, et chaque semaine, prévoyez des jours sans alcool pour ne pas créer l'habitude. Donc, essentiellement, c'est des messages qui sont relativement bien connus au niveau de la population québécoise, qui ont été notamment diffusés par Éducalcool, qui est un organisme qui en a fait la promotion. Parfois, on a parlé des normes d'Éducalcool, mais en fait, c'est l'organisme au Québec qui a pris beaucoup de place pour les diffuser, qui sont vraiment les normes du CCDUS, là, tel que, ou CCLAT, si on veut, avec l'ancien acronyme. Alors, ces normes-là ont été questionnées, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays, on a questionné un peu est-ce qu'on devrait se mettre à jour, les connaissances scientifiques ont évolué, ce qui fait qu'il y a des normes qui ont été actualisées au fil du temps, par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, avec une certaine tendance à la baisse, mais pas nécessairement, comme on le verra, pas du même niveau que ce qui a été proposé là, plus récemment. Mais il reste que donc il y a un financement qui a été fait par Santé Canada. On a demandé au CCDUS mandaté de réaliser un travail pour proposer des nouvelles directives de consommation d'alcool à faible risque. Donc vous avez la référence, c'est Catherine Paradis,
et professeur Botts qui ont co-dirigé les travaux. Alors, vous avez la référence sur la diapo. Non, il faut que je fasse ça. Excusez. OK, alors, quelques éléments. Est-ce que je suis... C'est bon? OK, j'y vais. Alors, alors peut-être vous mentionnez en termes de méthode, qu'est-ce qui a été proposé pour ce faire? Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place. On a choisi d'actualiser à partir d'un ensemble de bases de données. Donc, on a fait la revue des données internationales sur les effets de l'alcool sur la santé. On a proposé une modélisation mathématique du risque à vie de décès et d'invalidité selon plusieurs niveaux de consommation d'alcool. Une revue rapide sur l'alcool et la santé mentale, qui n'était pas nécessairement inclus dans la modélisation. Une revue rapide sur l'alcool et la violence, ainsi qu'une revue multipartite complète de la littérature sur les femmes et l'alcool. Donc, ça a été les sources de données qui ont été proposées pour développer ces directives-là. Il y a un rapport technique d'une centaine de pages qui est disponible, qui est en ligne si vous voulez avoir vraiment les détails des méthodes. Puis je crois que mes collègues pourront revenir sur des éléments plus pointus. Mon mandat, c'est plus de mettre la table puis d'avoir un peu les yeux à la même place. Alors, quelles sont ces normes-là? Il y a donc un rapport technique qui est plus long et on a aussi vulgarisé ces directives-là également sur leur site web. Puis on a fait aussi un document, je reviendrai sur quelques éléments de message grand public, si on veut, conseils qui découlent de ces nouvelles directives. Alors, on se rappellera que quand ça a sorti, vous allez voir qu'il y a un écart important aussi avec les normes de 2011 qui a amené les controverses que Serge évoquait, puisqu'il y avait quand même une différence importante avec les précédentes normes et aussi avec d'autres normes qui sont encore mises à jour dans d'autres pays. Alors, vous avez, on rappelle, peut-être j'irai tout de suite sur qu'est-ce que ça implique consommation d'alcool par semaine. Vous avez des échelles qui sont proposées. Donc, on parle ici de 0 verre par semaine pour aucun risque. Donc, un des messages qu'on verra, c'est déjà que consommer en soi est un risque. Il n'existe pas de consommation sans risque, qui est un des messages là, qui a été mis beaucoup de l'avant. Ensuite, ce qu'on appelle le risque faible, là, on est plutôt à 2 verres par semaine, 2 consommations, verres standards, là, tel que défini, si on n'a pas changé la définition des verres standards qu'on avait auparavant. Donc, on mentionne que ça permet généralement d'éviter les conséquences de l'alcool pour vous-même et pour les autres, à 2 par semaine, puis on a enlevé la différence entre les hommes et les femmes qu'on avait précédemment, donc c'est les mêmes normes tant pour les hommes que pour les femmes. Ensuite de ça, lorsqu'on dépasse 2 verres par semaine, donc à partir de 3 verres par semaine jusqu'à 6 verres par semaine, on considère qu'on est dans le risque modéré et on souligne que ce risque modéré-là est lié spécifiquement au risque de cancer. Donc, comme vous le voyez, ça augmente vos risques de développer plusieurs cancers, comme le cancer du sein ou du côlon. Donc, à partir qu'on boit de 3 à 6 verres par semaine. Et finalement, le risque de plus en plus élevé, c'est la façon dont ils l'ont traduit, c'est à partir de 7 verres par semaine. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un écart important avec les données présentées en 2011, où on dit qu'on augmente en plus votre risque d'avoir une maladie du cœur ou un AVC. Et puis, également, qu'au-delà de 7 verres standards par semaine, ça augmente radicalement le risque que ces conséquences surviennent. Donc ça, c'est vraiment la monographie qui est disponible gratuitement. Là, vous avez le lien Internet. On revient donc sur la question aussi de la consommation par jour. C'était pas dans la version initiale. Il y avait une version pour consultation. Je passais plus rapidement. On a rédigé une lettre ouverte suite à une première version du rapport où il y avait une consultation qui avait été publiée dans le Devoir, si vous êtes curieux. Puis ça, c'est la version qui suit. Alors, vous voyez qu'on a ajouté la mention de consommation par jour qui était absente initialement, puis on dit que les jours où vous buvez de l'alcool, qu'il faut limiter à 2 verres dans la même journée. Donc, la consommation, il n'y a pas d'autres normes pour aller plus élevé comme à 4 ou 5 consommations pour les femmes et les hommes, comme on avait précédemment. Les personnes enceintes aussi qui envisagent de le devenir ou qui allaitent devraient s'abstenir. Et la question aussi du sexe ou du genre là, qui est précisée avec certaines instructions. Je vais passer plus rapidement pour vous montrer dans le temps qu'on a aussi l'infographie
qui a été vulgarisé avec c'est quoi les messages grand public, quel est le message de santé publique qu'on veut transmettre à travers ces nouvelles directives. Donc, boire moins, c'est mieux, c'est le slogan. On sait maintenant que même en petite quantité, l'alcool n'est pas bon pour la santé, qui est un autre message qu'ils vont véhiculer. La science évolue, les recommandations sur la consommation d'alcool doivent changer. La recherche nous apprend qu'il n'y a pas de quantité ni de sorte d'alcool bonne pour la santé, que ce soit vin, bière, etc. Et que boire de l'alcool, même en petite quantité, entraîne des conséquences pour tout le monde. Peu importe l'âge, le sexe, le genre, l'origine, la tolérance à l'alcool ou les habitudes de vie. Donc, en gros, le message donc qui reviennent là, dans l'infographie, c'est vraiment boire moins, c'est mieux. Donc, ici, on revient. Donc, ce que je trouvais intéressant de le remettre, donc on vulgarise l'échelle qu'on a vue tantôt. Donc, on rappelle que la consommation d'alcool entraîne différentes conséquences négatives et que plus vous consommez d'alcool par semaine, plus les conséquences s'accumulent. Et finalement, pour terminer, on suggère des stratégies concrètes pour réduire la consommation d'alcool, puis on rappelle que c'est votre décision puis qu'il y a des stratégies pour le faire, donc il y a quand même des éléments d'outils qui vont être ajoutés à l'infographie grand public. Alors voilà pour la base sur laquelle mes collègues vont réfléchir pour la suite. On veut m'interrompre même techniquement. En plein dans les temps. Prochain party, vous penserez à Karine et aux normes. Mais on dit des risques. Il y a la notion aussi de risque absolu puis de risque relatif. Et c'est important à connaître. Bon, c'est peut-être un peu théorique, là, mais vous allez voir dans le prochain exposé que ça a quand même un impact, les risques relatifs et les risques absolus. Donc, la prochaine 13 minutes, 6 minutes et demie chacun, c'est exposé par Christophe Huyn, qui est chercheur à l'établissement, l'Institut universitaire sur la dépendance et professeur associé à l'Université de Montréal, et aussi Youssef Alami, qui est, et là, psychologue, qui est chercheur clinicien, et qui est à la fin d'un postdoc ou au milieu d'un postdoc à l'Université de Calgary. Donc, la parole est à vous. 6 minutes et demie chaque. Et moi qui voulais vous donner un cours de mythologie, on va oublier ça. Non, en fait, quand on parle de risque, on a tendance à parler de risque comme si c'était une fatalité, quelque chose qui va arriver, mais c'est vraiment le cas. Est-ce que les 3 fileuses déterminent notre destin et peu qu'importe qu'est-ce qu'on fait, les oracles le disent et c'est ça qui va arriver? Je sais pas comment on fait pour... Et donc, avant tout, Youssef a quelque chose à vous dire. Oui, ça fonctionne. Donc, simplement, vous annoncez que oui, en plus d'être psychologue clinicien et postdoctorant, je travaille aussi pour des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, comme Éducalcool et le Centre canadien sur les dépendances de substances, conflit d'intérêt potentiel à divulguer obligatoirement. Et moi, contrairement à Youssef, je ne suis pas corrompu. Donc, première chose qu'on fait toujours le problème quand on parle de statistiques, on mélange toujours entre qu'est-ce qu'une corrélation, qu'est-ce qu'une causalité. Et on fait toujours le synonyme entre les deux. Là, on va pas très bien ici, mais selon certaines études, si on regarde la vente de voitures japonaises vendues aux États-Unis et les suicides par accident de véhicule moteur, il y aurait une forte corrélation entre les deux. Donc, si je comprends bien, plus qu'on vend des voitures japonaises, plus les gens veulent mourir ou vice-versa. Il y a aussi une corrélation par rapport aux noyades et les apparitions de films où apparaissent Nicolas Cage. Donc, message, Nicolas Cage ne doit pas faire de film. Et finalement, donc, on voit que Elon Musk est aussi très responsable du suicide par suffocation, strangulation et pendaison.
Donc, tout ça pour vous dire que oui, on peut observer des phénomènes qui auront des fortes corrélations ensemble, mais en réalité, ça peut être aussi deux phénomènes qui ont rien à voir, quoique je suis sûr que Nicolas Cage est responsable du malheur du monde. Et, ceci dit, donc le risque, ça se compare un peu à comme acheter un billet de loterie. Donc, si vous achetez rien, les probabilités que vous vous trouvez sur un yacht, très peu probable. D'ailleurs, je souligne que le film, c'est Triangle of Sadness, et vous ne trouvez pas que Woody Harrelson ressemble beaucoup à Joël Tremblay? Donc, mais par contre, si vous achetez des billets, vous avez plus de probabilité à vous retrouver sur ce yacht avec des top modèles et des influenceurs et Joël Tremblay. Mais sinon, ça ne veut pas dire toujours que vous allez vous retrouver sur le yacht, mais que vous pouvez toujours revenir à votre vie normale. Donc, le fait que le risque, c'est une probabilité. Donc, plus que vous achetez des billets avec des combinaisons différentes, plus vous avez de probabilité d'avoir un yacht. Mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir un yacht, sinon l'océan serait rempli de gens et ce serait malheureux. Donc, je laisse la parole à Lisa. Merci. Si on retourne maintenant au niveau de l'alcool plus spécifiquement, pour ceux qui baignent dans le monde de l'alcool depuis les dernières années, vous avez probablement vu passer aux alentours de 2018, études publiées dans le Lancet, ça fait une énorme tollé. Maintenant, toute consommation d'alcool était nécessairement risquée. Et donc, c'était une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé. Des données de partout dans le monde. On fait une moyenne de tous ces pays-là. Puis, qu'est-ce qu'on voit? Bien, une courbe de risque qui monte progressivement. Là, on est dans 2 consommations par jour. On voit qu'il y a un risque qui commence à monter. Là, on n'est même plus dans les repères du CCDS qui parle de 2 par semaine. On voit cette notion il y a un effet statistiquement significatif, il y a un intervalle de confiance autour de la courbe. Ça nous dit que, bon, à partir de 2 verres, là, je peux dire, avec un certain degré de confiance, 95%, que j'observe réellement un effet entre l'alcool et certaines maladies. Les maladies qui sont nommées ici, ce sont les vins qui sont reconnus par l'OMS comme étant causalement liés à l'alcool. Là-dedans, on a 7 cancers différents, on a des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives et on a aussi la tuberculose. Maintenant, si on prend cette idée que c'est en fait une moyenne de tous les pays et de toutes ces différentes maladies, à travers le pays, on a la Somalie, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite. Il faut d'abord se demander, à l'intérieur de ces pays-là, quel est le taux de base de ces différentes maladies? On voit que pour la courbe de la Somalie, par exemple, effectivement, on monte directement. Pour d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, il y a même cette petite forme de courbe de J. Pourquoi? Il s'avère que la tuberculose est une maladie très répandue en Somalie et que, étant donné qu'il y a un lien démontré entre consommation d'alcool et tuberculose, alors le lien va être beaucoup plus fort dans certains pays versus d'autres. Donc là, il importe de se demander, pour des repères canadiens, éventuellement, quel est le taux chez nous versus de se baser sur une certaine moyenne partout à l'échelle du monde. Oui, donc maintenant, comme vous êtes un peu assis, je vous demanderai tous, ceux qui ont bu de l'alcool au cours de la dernière année, levez-vous. S'il vous plaît, on ne juge pas les personnes qui restent assises. Donc, maintenant, si vous avez un permis de conduire et que vous pouvez accéder à une voiture ou que vous avez conduit dans la dernière semaine, vous pouvez vous asseoir. Et que vous avez conduit la dernière semaine. Hein. Donc, là, je suis très, très triste qu'il n'y a pas grand monde, que tout le monde s'y est assis, en fait, que je reste la seule personne debout. Donc, je serais, en fait... Oh, merci, Catherine! Je suis tellement content que je suis pas le seul à rester debout. Non. En fait, l'idée de tout ça, ce qu'on va faire, c'est que Catherine et moi, en fait, même si on boit de l'alcool,
Le risque qu'on soit impliqué coupable d'un accident de voiture sous l'effet de l'alcool est très, très peu probable parce que tu me mets devant un volant, je ne sais pas quoi faire. Donc, mon risque de blessure, d'accident est quasiment impossible en réalité avec une voiture, même si j'ai bu. Donc, l'idée ici, ce qu'on veut vous amener, c'est que on parle de risques par rapport à l'alcool comme si tout le monde avait exactement les mêmes facteurs, le même niveau de vulnérabilité, alors que dans mon cas, pour cette conséquence-là, et Catherine, on va pas pouvoir, on n'a pas ce niveau de risque-là en raison de du fait qu'on n'accède pas une voiture. Donc, si on revient au rapport du CCDUS, quand on décortique les différents... Sérieux. Donc, si on revient au rapport du CCDS, on voit que les risques sont en fait décortiqués en termes de famille de risques. Donc, on peut avoir des cancers, on peut avoir des maladies cardiovasculaires, puis on peut avoir aussi des blessures qui incluent les accidents de véhicules motorisés. Donc, déjà, si je bois mais je ne conduis pas, il y a une bonne proportion des risques qui sont associés à l'alcool qui ne s'appliquent tout simplement pas à moi dans ma vie personnelle. De la même manière que si je sais que dans ma vie personnelle, j'ai un historique de cancer, que ce soit dans la famille, que ce soit de moi-même, que je suis en rémission, ben là, soudainement, peut-être que la partie qui correspond au risque de cancer, ben, pour moi, elle serait beaucoup plus élevée que pour la moyenne en général. Mais même si on considère cette moyenne-là, si on revient à la notion de base de Somalie, Bangladesh, puis Arabie Saoudite, puis ça, ce sont des données qui sont canadiennes. Donc, l'idée, c'est que si je prends 2 verres par semaine, dans l'absolu, qu'est-ce que ça me fait? C'est que oui, il y a un risque statistiquement significatif. Mais si on voit de combien est-ce que ça l'augmente, eh bien, je perds 3 jours sur toute ma vie. Je perds 3 jours sur toute ma vie. Donc, la notion, c'est que si l'espérance de vie moyenne, on va dire, est d'environ 80 ans au Canada, oui, il y a un effet statistiquement significatif, mais je suis à 3 jours que je perds sur ma vie. Et encore, si je suis quelqu'un qui boit en conduisant, qui a certaines tendances dans ma personnalité qui font que je peux être plus impulsif, qui font que je peux aussi avoir d'autres éléments, ce sont tous des éléments qui vont venir jouer là-dedans. Donc, par exemple, si je sais que je suis quelqu'un d'impulsif, si je sais que j'ai des historiques de comportement violent, peut-être une bonne idée de limiter ma consommation d'alcool comparativement à une autre personne qui, elle, n'a pas ces antécédents-là. Donc, pour résumer, ce que les données ou les rapports ou les données de ce rapport nous donnent, c'est que ce sont des effets statistiquement significatifs, mais la taille d'effet va varier en fonction de la consommation, puis elle va varier en fonction de mon niveau individuel de risque, en fonction de mes facteurs prédisposants. Et on a 2 minutes à distribuer au prochain. Merci beaucoup. Je pense que l'exemple de la loterie est un bon exemple, entre autres. Savoir, bon, c'est sûr que si je prends des billets de loto, ben j'ai plus de chances de gagner, mais j'ai pas grand chance de gagner de toute façon à la loterie. On va continuer avec les forces et les faiblesses de ce rapport du CCDUS. Et là, c'est Louise Nadeau. Je suis ici? Oui, mais je regardais pour... Jean-Sébastien va apparaître? OK. Bon, ben, Jean-Sébastien va apparaître. Louise Nadeau, vous la connaissez tous. Elle est professeure émérite au département de psychologie de l'Université de Montréal. Jean-Sébastien n'est pas là, il n'a pas réussi à se rentrer, il est à l'étranger. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas. Il nous reste 6 minutes pour voir si Jean-Sébastien... OK, donc je ne suis pas le seul à ne pas voir Jean-Sébastien. Je ne connais pas ces grandes objections. C'est pas grave, on passe. Oh, c'est bon, c'est bon. Alors, donc, là, OK, bon, c'est ça. Bon, alors, il faut que je check ça ici. Là. Je suis moyennement bonne dans la technique. Ah, bon! Évidemment,
mes collègues Youssef et Christophe, et indirectement Karine aussi, vous ont mis au parfum qu'il y avait des limites importantes dans les nouveaux repères du CCDUS. Et donc, moi, j'aimerais ça peut-être vous parler des forces et des limites de ce repère-là. Alors, les forces. C'est quand même intéressant de poser la question des forces. Une des choses qu'on oublie souvent, c'est que la drogue qui cause le plus de problèmes psychosociaux, entendre par ça à la fois de la violence domestique, à la fois des problèmes chez les proches et également, c'est presque 48% dans le dernier rapport là, qui était soutenu, des problèmes de productivité. Puis là, je passe à travers les accidents d'automobile et tout ça. À ce moment-là, c'est important que dans le rapport, on rappelle que la drogue qui coûte le plus cher au Canada, à tous les niveaux, c'est l'alcool. C'est pas le cannabis, c'est pas les opioïdes, c'est l'alcool. Par ailleurs, ces coûts sociaux-là sont, voyons. OK. OK. Par ailleurs, quand on fait des directives à faible risque, et on les a faites pour le jeu, en principe, on n'écrit pas les coûts socio-économiques. Ou si on l'écrit, il faut au moins rappeler que ce sont les grands buveurs qui sont les causes de tout ça. Quand tu es sobre et que tu conduis ton automobile, tu n'as pas d'accident où l'alcool est mis en cause. Tu peux avoir des accidents parce que tu as pris des risques, mais tu n'as pas d'accident parce que tu as conduit avec facultés affaiblies. Si tu engueules ton conjoint pour des bonnes ou des mauvaises raisons, si tu as un taux d'alcoolémie de 150, c'est bien différent que si tu es à jeun. En général, quand tu es à jeun, tu es capable de te contrôler et de t'excuser. Alors, et donc déjà, j'ai trouvé ça très, très utile que Dr Paradis et Peter Bott rappellent que l'alcool est la drogue qui est socio-économiquement celle qui nous coûte le plus cher, mais en même temps, jamais ils vont rappeler que c'est causé par les grands buveurs, pas par les buveurs qui vont se conformer à leurs directives à faible risque. Et c'est pas par accident, quand on a fait les directives sur le jeu, qu'on n'a jamais mentionné des effets secondaires. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une limite importante. Bon, après ça, l'étiquetage. Bon, ici, nous avons un nouveau conflit. Est-ce que c'est un droit pour le Canadien de savoir que quand tu achètes une bouteille de vin ou de bière à 476 millilitres, que tu ne sais pas ce que ça veut dire, et qui titre 6,2, combien tu bois de consommation standard d'alcool? Moi, j'ai la prétention de connaître un peu le champ de l'alcool. J'ai aucune idée de combien je bois. De la même manière, quand je vais à la SAQ puis que j'achète une bouteille de vin rouge qui titre 13,5 %, là, à cause de mon nouveau verre, je vais être capable de savoir à peu près combien j'ai bu. Mais je dois vous avouer que quand je vais aller au restaurant ou dans d'autres circonstances, je ne sortirai pas toujours mon verre. C'est-tu correct? Donc, normalement, de la même manière que tous les aliments et drogues, et tous les aliments au Canada, quand vous achetez du spaghetti ou que vous achetez n'importe quel aliment, il y a c'est quoi une consommation, deuxièmement, combien ça contient de calories et combien ça contient de sel et combien, etc., etc. Que les boissons alcoolisées ne soient pas étiquetées dans un monde où les formats changent, où avec le réchauffement climatique, les vins contiennent de plus en plus d'alcool, moi je suis entourée de juristes, là, il y en a qui pensent que c'est un problème, que c'est un droit des Canadiens. Quand on a demandé au ministre de la Santé ce qu'il comptait faire de l'étiquetage, sa réponse a été ça va être à chacun des alcooliers, c'est-à-dire des vendeurs d'alcool, d'étiqueter, de décider d'étiqueter. Là, je vais faire une parenthèse pour vous rappeler du modèle de compétition-collaboration.
du temps où j'étais aux instituts de recherche en santé, on avait réuni ensemble les grands vendeurs de nourriture parce que le Canada, la nourriture vendue, fabriquée, contient plus de sel. Donc, il y avait Nestlé, il y avait Kellogg, puis il y avait je sais pas trop combien. Et puis, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? C'est que leur réponse était très claire. S'il n'y a pas de règlement de Santé Canada, moi, je ne baisserai pas mon taux de sel pour que le voisin, lui, y ait un profit. Alors, on est exactement au même endroit. Wow, qu'est-ce qui se passe? Bon, une chance que je le sais par cœur. Alors, les grandes forces de ce rapport, c'est de rappeler que ça prend un étiquetage. Et l'autre grande force du rapport que je n'ai pas mentionné, c'est que n'importe quel Canadien, et a fortiori n'importe quel Québécois, a le droit de ne pas boire d'alcool et on n'a pas à poser de questions pourquoi ils ne boivent pas. Et ça, c'est extrêmement important quand vous allez arriver chez vous, que si quelqu'un décide, pour quelque raison que ce soit, qu'il boit de l'eau minérale et non pas de l'alcool, s'il vous plaît, assurez-vous de ne pas stigmatiser cette personne qui est non-buveuse. Et là-dessus... Merci beaucoup, Louise. Et là-dessus, Jean-Sébastien nous est apparu. Donc, Jean-Sébastien est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Vous le connaissez tous bien par ses apparitions, entre autres, dans les médias. Il va nous parler peut-être quelques critiques de ce rapport. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, alors, ben, effectivement, j'ai manqué le début. Problème de taxi, c'est pas évident à Nancy. Donc, ben, d'abord, je ne sais pas si on a parlé des points positifs, j'ai manqué, mais je suis certain que Louise a parlé du fait que le fait de discuter de cette de discuter de l'alcool et de la mise à jour rigoureuse des méthodes de recherche, que c'est la mise à jour. Donc, désolé, moi, j'ai été pris de court. Je reprends. Donc, une mise à jour avec une méthode assez rigoureuse, même si elle repose sur des choix et une posture idéologique, là, c'est une bonne chose. Puis de stimuler une discussion sur les risques de l'alcool qui sont généralement méconnus et banalisés. Puis, il faut le dire, là, il y a un risque là, même de tomber dans seulement une critique de ce rapport-là. Je pense qu'il y a une volonté derrière qui est de favoriser une discussion sur le problème le fardeau que l'alcool pose pour notre société. Puis la question aussi de l'étiquetage. Maintenant, les points négatifs, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement. Louise en a parlé il y a quelques secondes, la stigmatisation potentielle et réelle des personnes qui consomment. De dire déjà boire moins, c'est mieux. C'est un jugement de valeur. On peut parler que boire moins, c'est moins risqué. Qu'en est-il aussi des nombreuses personnes qui consomment beaucoup plus que les repères? Évidemment, ces personnes-là s'en trouvent stigmatisées. Il y a d'autres faussetés aussi qui stigmatisent, comme par exemple dire même à petite dose l'alcool entraîne des conséquences pour tout le monde, ce qui est complètement faux, ou qui n'existe pas de consommation d'alcool bonne pour la santé. C'est effectivement pas exact. Il y a aussi toute la question de l'ignorance des limites de la science, des connaissances qui sont issues de longitudinaux prospectifs. On sombre souvent dans un déterminisme, une confusion là, entre les facteurs de risque et la causalité. Là, ça a sûrement été abordé plus tôt. Puis, on néglige les explications alternatives. Par exemple, la violence. On sait que plusieurs personnes consomment pour perpétrer un crime ou pour se donner le courage de faire une agression. Bref, c'est sûr que ça gonfle les chiffres et les liens de causalité. Il y a la question aussi des choix arbitraires, de ce qui constitue un risque élevé, modéré. Il y a un paternalisme qui décide à la place des citoyens.
Puis, on a aussi appliqué là, ces techniques, mais une méthode australienne pour compenser pour la sous-réponse de certaines données. Puis aussi, il y a des choix qui ont plusieurs choix là, qui augmentent le lien, comme je l'ai dit, entre les risques entre l'alcool et les conséquences. Donc, il y a aussi une ignorance des bénéfices, et ça, je pense que c'est central, des bénéfices pour la santé psychosociale, du fait que l'alcool est un puissant outil de socialisation. C'est sûr qu'on peut se socialiser autrement dans la vie. Puis c'est sûr qu'il faut réfléchir à notre culture de la socialisation par l'alcool, mais pour le moment, ça reste un excellent moyen de socialisation et qui est aussi associé, la socialisation et les relations sociales, c'est le principal facteur associé à la longévité dans la vie. Donc, puis le message, donc, est décontextualisé des contextes de vie, de motifs de consommation, puis qui laisse croire que seule l'abstinence est valable. On ne prend pas les contextes de consommation, et puis évidemment, comme on l'avait dit dans notre lettre, la santé n'est pas seulement une absence de maladie, mais un état complet de bien-être physique, mental et social. Il y a aussi la question d'exclure les fonctions d'usage des personnes dans leur vie, puis de les forcer tout d'un coup à changer, puis de mettre le blâme sur les personnes, ou le fardeau sur les personnes plutôt que sur l'industrie. Puis, il y a aussi, comme le rappelait un actuel dans le Soleil, de dire que tant de consommation par semaine réduit la longévité de, par exemple, 2 mois sur 85 ans. C'est pas statistiquement possible, mathématiquement, d'aller jusque-là. Et il y a justement, malheureusement, un amalgame entre les risques aigus et les risques chroniques, puis aussi le fait que la distribution du risque n'est pas du tout normale dans la population et à travers différents profils d'usage. Puis là, on essaie de faire une moyenne, un seul chiffre, mais qui veut rien dire pour personne parce qu'il y a des gens très, très à risque, d'autres très peu. Et si ça, en fin de compte, ce que ça fait, c'est que ça parle peu aux gens. Et c'est le problème majeur, je pense, de ces repères-là, c'est que c'est un potentiel de faire décrocher tout le monde et de discréditer la science et la santé publique. Et même des personnes qui sont peut-être sensibilisées à ça peuvent se dire, ben ça va trop loin, on exagère. Et ça fait décrocher, ça discrédite, disons, le message global et même, je dirais, même jusqu'à la science. Et malheureusement, ça fait aussi qu'au lieu de parler du problème fondamental du fardeau de la consommation d'alcool dans notre société, on met le blâme sur les personnes, on se critique entre experts, alors qu'on devrait plutôt, justement, avoir un message beaucoup plus réaliste, pas faire la même chose que l'industrie avec des messages sensationnalistes exagérés. Puis, évidemment, en terminant, ce rapport-là est en porte-à-faux aussi avec l'approche générale de réduction des méfaits qu'on a au Canada et au Québec en particulier. C'est peut-être pour ça qu'il y a des désaccords significatifs entre les chercheurs québécois et le CCDUS. D'ailleurs, j'imagine que ça a été nommé, mais on va prendre, on a déjà pris position, mais à travers les programmes et les choix, on va aussi nuancer tout ça. Plusieurs des personnes, justement, qui sont là aujourd'hui. Alors voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que j'ai réussi à être pertinent et pas redondant avec ce qui a été dit. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. J'espère que tu vas pouvoir rester un peu pour la discussion à la fin. Merci d'avoir bravé le trafic pour nous joindre à distance. Maintenant, nous avons Hugo et Joël Tremblay. Non, Hugo n'est pas le fils de Joël, à ce que je sache. Hugo a une longue expérience d'intervention, travailleur de rue, chargé de cours, gestionnaire. Des choses comme ça, ouais. Et va pouvoir nous rappeler un peu comment on peut utiliser ces repères-là au niveau clinique. Et ensuite, Joël, pas besoin de présentation, Joël va nous parler un peu comment on peut l'intégrer dans mes choix. Donc, à vous la parole. Excellent. Donc, Tremblay, c'est nommé. Je suis conseiller cadre en dépendance et itinérance au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Là, plutôt dans la présentation, vous avez vu que c'est écrit Centre-Sud, mais non, c'est
c'est à l'Est que je suis. Donc, quand ce rapport-là a sorti, la discussion publique qu'il y a eu, évidemment, dans les équipes, probablement les vôtres également, là, ça a suscité des discussions, des réflexions. Donc, aujourd'hui, je viens un peu vous témoigner, si on veut, de la discussion qu'on a eue dans notre direction, dans nos équipes, avec les cliniciens. On s'est intéressé, finalement, j'essaie de changer de diapositive depuis tout à l'heure, puis de ne pas avoir l'air distrait. Ça ne marche pas. Merci. Donc, grosso modo, les éléments qui sont ressortis de la discussion nous permettent un peu, si on veut, de mobiliser notre sensibilité éthique. Hein, parce que la nouvelle information, ça nous amène à se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? À quoi ça contribue vraiment? Puis de mettre en perspective tout ça, c'est ça, la discussion qu'on a eue, les équipes et moi. Dans le fond, l'information dans le guide est utile pour la réflexion. Les gens, ils se la posent, la question. Les consommations que je prends, comment vont-elles influencer ma santé? Donc, les intervenants sont là, ils ont un guide et ça ouvre la réflexion. Donc, l'information, comment qu'elle est présentée, elle a un impact dans le processus de réflexion. Et on le sait, les gens arrivent, sont chargés de préoccupations. Donc là, l'information, ce que je reçois dans les médias, dans l'intervention, ça prend de l'espace. Ça amène une préoccupation entre risque et santé. Bien, comment peuvent-ils cohabiter? Puis là, on l'a vu beaucoup jusqu'à présent, là, depuis ce matin jusqu'à maintenant dans les discussions. Et là, ça met dans une espèce de duel risque-santé, mais comment on peut en sortir de ça? Et c'est là que je vais vers le besoin de cohérence entre les différentes perspectives, priorités, les valeurs. Est-ce que c'est uniquement la santé, la famille, mon budget? Il peut y avoir plein de raisons de prioriser un élément plutôt qu'un autre. Donc, dans cette espèce d'écosystème-là, l'effet un peu de confusion, de désir de se repositionner, l'équipe se disait, ben, qu'est-ce qui va arriver avec mes choix? Est-ce que mes choix vont changer, vont s'ajuster? Nous, on porte quelque chose quand on va avec mes choix, avec les gens. Et c'était toute là la discussion, cette recherche d'adaptation-là. Donc, c'est à ce titre-là qu'on a participé là, jusqu'à maintenant au dialogue. Joël, qu'est-ce qui va arriver avec mes choix? Merci. Alors, on peut mettre le prochain PowerPoint. Merci beaucoup. Donc, on s'est penché comme équipe de recherche sur quoi dire de bord là, dans ce conflit au sujet des normes ou des repères, d'usage à faible risque. Donc, on a, à travers différentes discussions, établi un consensus entre nous. Et c'est ce qui sera proposé pour le moment, tant que Santé Canada ne se prononce pas sur des normes canadiennes sur le sujet, parce que pour le moment, il n'y a pas, on est encore avec les vieilles normes de Santé Canada. Donc, dans pas longtemps, on aura un petit PowerPoint qui va m'aider à continuer ma présentation. Ça s'en vient, ça sera pas long. Moi, je peux relaxer, la pression est sur l'équipe technique. Après notre petite présentation, il y aura la remise des prix des meilleures affiches. On vous invite à pas vous sauver en courant, de prendre 7-8 minutes de plus pour applaudir nos étudiants qui auront reçu les prix des meilleures affiches. Donc, vous avez ici l'équipe. David Martin-Milot était aussi avec nous, là, mais là, il était en vacances. Il n'a pas eu le temps de se prononcer sur la dernière version, fait que j'ai pas osé mettre son nom là, mais il est aussi avec nous dans cette réflexion. Prochaine diapo. Yes, ça marche. Fait que vous avez des repères. Et à ce sujet-là, vous avez un super verre pour calculer vos consommations d'alcool. On y reviendra à la fin. Fait qu'on parle toujours ici de calcul des consommations standards. Donc, une consommation standard, c'est une petite bière à 5%, un 340 et quelques millilitres. Si vous buvez une bouteille de vin aujourd'hui qui est à 13% en moyenne, vous avez 6 consommations. Si vous prenez 1,5 once de fort, c'est une consommation. Si vous prenez, si vous décidez d'y aller avec le 40 onces, là, c'est beaucoup de consommation, c'est 27. Bref, on a écrit une pinte dans le bar à 5%, c'est une consommation et demie. Vous avez sur ce joli petit verre les équivalences. Donc, on parle de consommation standard. Donc, nos messages, on a modulé quelque peu le travail du CCDUS pour le rendre plus digeste là, pour les citoyens. Puis il y avait toutes sortes de trous qu'on trouvait dans le rapport. Donc, on a dit des choses comme, on a modulé le message, boire moins est généralement moins risqué. Boire moins est généralement moins risqué. Et le risque zéro n'existe pas, très vrai. Mais bon, quand même, au-delà de ça.
On est parti de la recension de l'Institut national de santé publique qui, en 2020, ont publié une synthèse des repères de santé de 60 pays dans le monde au sujet de la consommation à faible risque d'alcool. Donc, ils nous disent que 80% des pays recommandent pour les femmes de se limiter à un demi-verre, un verre et demi, et le 2/3 pour les hommes de se limiter entre 1 et 2 verres, ce qui était très proche des recommandations du très grand organisme que Louise pourrait nous présenter, qui est le NIAAA, qui est le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, un grand organisme de recherche scientifique sur l'alcool aux États-Unis, là, qui n'a pas son comparable en termes de budget et de qualité de scientifiques. Et donc, compte tenu que c'était très similaire à ce qu'on voyait partout dans le monde, nous nous sommes ralliés au repère du NIAAA. Cette présentation-là sera disponible, évidemment. Donc, la consommation quotidienne, ce que ça nous dit, si vous buvez régulièrement plusieurs jours par semaine, vous avez peut-être des risques à moyen ou long terme si vous allez au-delà de, chez les femmes, un verre standard au moins par jour. Donc, pour réduire les risques, il est préférable pour les femmes de se limiter à un verre standard au moins par jour. Si on ne parle pas des situations de consommation plus grandes, mais on parle de si vous buvez régulièrement plusieurs jours par semaine. Et chez les hommes, il est intéressant de se limiter à 2 verres standards au moins par jour. Voici une première recommandation. Les épisodes de consommation excessive, qu'est-ce que c'est? Bon, quand on y va fort, hein, c'est ça. Donc, ici, il y a moins de pays qui font des recommandations à ce sujet. Le NIAAA nous rappelle c'est quoi? C'est un épisode où on dépasse le 0.08. On atteint le 0.08, donc que l'on connaît assez bien là, au Québec comme repère. Mais oui, mais pourquoi? Mais ça, c'est des risques à court terme. Donc, si je suis un peu plus intoxiqué, j'ai plus de chances de tomber, de me blesser, de causer un accident et d'entamer des conflits relationnels et dire des choses qui sont bien regrettables par la suite. On a tous des histoires à ce sujet-là de gens autour de nous que l'on connaît. Donc, mais c'est en général, comment on atteint ce 0.08-là? Donc, chez les femmes, si une personne prend 4 verres standards en 2 heures, ou chez les hommes, s'il prend 5 verres standards en 2 heures, donc de se tenir en bas de ça, les gens atteignent le 0.08. C'est sûr qu'il y a des nuances, ça dépend de votre masse musculaire globale et ça ne veut pas dire qu'il faut accumuler ça pendant de nombreuses heures. Puis au bout de la ligne, je n'ai pris 24, mais je me suis toujours tenu, Joël, en bas de 5 par 2 heures. Non, il y a un cumul de l'alcool, là. Attends un peu, là. L'alcool ne s'élimine pas aussi vite qu'il est consommé, là. Fait que là, ça ne compte pas, évidemment, là. C'est très intéressant, le NIAAA nous rappelle c'est quoi une grande consommation d'alcool, ça c'est fort intéressant. Donc, il nous rappelle que pour les gens qui ont un usage régulier, on parle toujours là ici, on revient à l'usage régulier qui amène des risques à moyen et long terme. Donc, on rappelle que chez les femmes, c'est 8 verres standards et plus par semaine qui s'appelle un grand usage d'alcool, grand usage régulier d'alcool, et chez les hommes, 15 verres standards et plus par semaine comme étant un grand usage régulier d'alcool, qui amène donc des risques beaucoup plus élevés, évidemment. On rappelle que quand on veut prendre soin de sa consommation d'alcool, c'est important d'avoir des jours sans consommation d'alcool, si possible 2 jours d'affilée au moins, qui donnent une espèce de meilleure confiance en soi, puis une certitude que c'est moi qui mène et pas l'alcool. Louise, suis-je ennuyant? Je te taquine. Je voulais justement, Louise, parler des gens de 65 ans et plus. Je me suis dit que c'était le temps que tu écoutes. Alors, donc, on se rappelle qu'en vieillissant, une même quantité d'alcool en vieillissant conduit à un plus grand taux d'alcool dans le sang. Pourquoi? Parce que pour plusieurs d'entre nous, la masse musculaire réduit, donc la masse maigre, on a moins d'eau dans le sang et que généralement, là, Louise n'écoute pas, mais nous avons des réserves cognitives plus faibles, la force, l'équilibre et l'agilité sont moins grandes. Donc, tout ça fait qu'il y a plus de risques et donc, pour les femmes, on recommande à se tenir à 5 verres standards au moins par semaine et chez les hommes à 7 verres standards au moins par semaine lorsqu'on arrive à 65 ans ou plus.
Et il y a des situations où il est préférable de ne pas boire ou de se limiter grandement, donc des choses bien connues telles que lorsqu'on opère de la machinerie, conduit un véhicule, etc. Lorsqu'on prend des médicaments qui interagissent avec l'alcool, en parler avec votre pharmacien ou votre médecin. Est-ce que lorsqu'on est en présence de conditions médicales incompatibles avec la prise d'alcool, lorsqu'on a des difficultés importantes de santé mentale, lorsqu'une personne a de la difficulté à contrôler sa consommation d'alcool ou lors d'une période d'essai de procréation, lors de la grossesse et durant la période d'allaitement, sont tous des situations où il vaut mieux ne pas boire ou se limiter grandement. Voici les références. Donc, voilà donc les repères que nous mettrons dans le guide Mes choix. Ils sont appelés à s'adapter. Si Santé Canada nous arrive avec de nouvelles recommandations, nous suivrons ces recommandations, évidemment. La science est toujours en évolution, mais on voulait faire une synthèse à ce moment-ci, digeste, que le citoyen peut entendre. Et à la lumière de tout ça, bien, il fait ses choix tout simplement. On a voulu sortir ce beau petit verre qui termine notre année de festivités de drogue, santé et société, 20 ans déjà de belle vie, de publication d'articles francophones, de même que le risque 30 ans d'activité de recherche clinique, en même temps en mettant des repères pour calculer vos consommations, si vous buvez du fort, du vin ou de la bière, avec des calculs ici, donc qui, on le réimprimera ou reproduira. On vous invite à l'utiliser, ça peut être éducatif aussi dans vos ressources. Bref, on vous invite à l'utiliser et ceux qui viennent à notre souper, on vous invite à l'amener ce soir. Merci beaucoup à nos conférenciers. Serge, un petit mot de la fin? Non, un petit échange. En fait, le mot de la fin, ce serait vous qui devriez l'avoir. Avons-nous des commentaires, des questions à poser à nos panélistes sur ces repères, les repères de... Oui, donc, Michel. Tout simplement d'éclaircissement. Tantôt, quand tu nous as présenté ce que vous retenez comme recommandation, il y avait des distinctions entre hommes et femmes. Ce que j'ai compris, c'est que ces distinctions-là se sont perdues dans les recommandations du CCDUS. Et est-ce qu'il y a une raison politique ou autre pour utiliser les mêmes standards? Ou qu'est-ce qui est la base d'avoir utilisé les mêmes standards? Est-ce qu'il y a un fondement ou c'est quoi la légitimité? Ça dépendrait déjà des pays. Pour le CCDUS, c'est parce que dans leur modélisation mathématique, les estimations étaient similaires pour les hommes et les femmes. Par contre, il y a d'autres pays comme la France qui, eux, malgré que leur modèle mathématique trouve des différences, pour des raisons politiques, et c'est écrit noir sur blanc pour ne pas faire de discrimination entre hommes et femmes, on descend les limites des hommes pour que ce soit au même niveau que celles des femmes. Donc, pour le Canada, c'est basé purement mathématiquement. Il y a d'autres pays qui le font pour des raisons politiques. D'autres questions, commentaires?